Salut mes chers élèves. Dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons aborder la notion application linéaire. Ok, donc vous savez déjà depuis dans les classes et NS2, NS3 ce qu'est une application linéaire. Donc aujourd'hui, nous allons faire un bref rappel sur cette notion, après quoi nous allons résoudre un exercice. Voici les notes. Application linéaire. Soit F une application d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F. On dit que F est linéaire si et seulement si, quel que soit U, V appartenant à E, quel que soit alpha, bêta appartenant à R, on a F de alpha U plus bêta V est égal à alpha F de U plus bêta F de V. Donc ça c'est la loi de linéarité. Donc on a la première et la deuxième loi qu'on donne simultanément ici. Ok, donc l'addition des vecteurs et la multiplication d'un scalaire par un vecteur. Donc f de alpha u donne alpha f de u plus v donne f de u plus f de v. Donc on résume les deux lois de linéarité en une seule loi qui est f de alpha u plus bêta v est égal à alpha f de u plus bêta f de v. Maintenant, comme conséquence, donc si on a une application linéaire, on doit toujours avoir f de vecteur nul de E égale à vecteur nul de F. Donc lorsqu'on remplace tous les antécédents par 0, eh bien le résultat doit donner le vecteur nul de l'ensemble d'arrivée. Ok, donc c'est conséquence. Donc cela ne veut pas dire que si on a une application où f de vecteur nul de E donne vecteur nul de F, c'est une application linéaire. Donc cela ne veut pas dire cela. Mais pour toute application linéaire, on va avoir ça comme conséquence. Ok, donc f de vecteur nul de E est égal à vecteur nul de F. Maintenant, noyau d'une application linéaire. Le noyau d'une application linéaire de E vers F est le sous-ensemble noté ker de F ou n de F. Ok, donc certains auteurs notent ça, ker de F, certains auteurs n de F. Ok, c'est encore la même chose qui est définie par ker de F. Ok, donc on va avoir au moins un U dans l'ensemble d'arrivée et dans l'ensemble de départ, on va avoir au moins un vecteur U de l'ensemble de départ. F de U donne vecteur nul de F. Ok, donc dans ce cas, on a ker de F. Ok, donc ce ne sont pas tous les vecteurs de E qui va, et donc ce ne sont pas tous les vecteurs de E qui vont avoir cette propriété, c'est quelques vecteurs de E, certains vecteurs de E. Mais si on peut trouver au moins un vecteur de E tel que f de U, un vecteur U de E tel que f de U donne vecteur nul de F, eh bien on dit que, et donc ça c'est un sous-espace vectoriel qui représente le noyau de l'application linéaire. Ok, donc le ker de F c'est un sous-espace vectoriel de E. Un sous-espace vectoriel de E, cela veut dire si E a pour dimension 2, eh bien on va avoir un sous-espace vectoriel de dimension et en dimension 2. Donc cela ne veut pas dire que le sous-espace vectoriel ker de F va être de dimension 2 également, mais ça va s'effectuer suivant en dimension 2. Donc nous avons vu, lorsque nous avions les sous-espaces vectoriels propres, en dimension 2, ça avait une équation. En dimension 3, ça avait une équation. Eh bien, cela veut dire, lorsque E a pour dimension 2, eh bien, ker de F va trouver en fonction de cette dimension. Si en dimension 3, c'est en fonction, etc. Ok, maintenant, l'image d'une application linéaire. L'image d'une application linéaire de E vers F est le sous-ensemble noté im de F et défini par, généralement, certains auteurs notent l'image grand F. Ok, donc l'important ce n'est pas le nom, mais c'est l'idée qui se dégage. Ok, donc voilà. Donc ici, c'est im de F qu'on note ça. Eh bien, im de F, c'est quel que soit le vecteur qu'on prend dans E, on va toujours avoir U', un vecteur U' unique de l'ensemble d'arrivée, tel que U' donne F de U.
Ok, donc cette image est aussi un sous-espace vectoriel, mais cette fois, c'est un sous-espace vectoriel de F. Ok, donc ce n'est plus un sous-espace vectoriel de E, mais c'est celui de F. Ok, parce que l'image concerne l'arrivée, tandis que ker de F concerne l'ensemble de départ. Maintenant, il y a un théorème que nous devrions nous rappeler également, c'est pour toute application linéaire de E vers F, eh bien, si on a dimension ker de F plus rang image de F, eh bien, ça doit donner la dimension de E, pour toute application linéaire de E vers F. Ok, donc, on pourrait dire dimension ker de F plus rang F, qui est l'image, rang F est égal à dim E. Ok, donc, la dimension du noyau, qui est un sous-espace vectoriel, plus le rang de l'image, ou encore la dimension de l'image, qui est aussi un sous-espace vectoriel, eh bien, ça doit donner la dimension de l'espace vectoriel, qui est l'ensemble de départ E. Ok, donc, si on n'a pas cette relation, eh bien, on a commis au moins une erreur dans l'exercice. Et d'autres rappels, lorsque, dans l'application linéaire de E vers F, lorsque F est égal à R, qui est l'ensemble d'arrivée, lorsque F donne R, on dit qu'on a une forme linéaire. Cela veut dire que donc, on a une application de n'importe quel ensemble vers R. Ok, ça c'est une forme linéaire. Et lorsque E est égal à F, ça veut dire qu'on va avoir une application linéaire de E vers E. On dit qu'on a un endomorphisme. Et si de plus il est bijectif, l'endomorphisme, s'il est bijectif, on dit qu'on a un automorphisme. Cela veut dire, dans un exercice, si on vous dit qu'on a un automorphisme, eh bien cela veut dire qu'on a non seulement une application linéaire, on a un endomorphisme et on a un endomorphisme bijectif. Maintenant, c'est lorsque E est différent de F, on a un homomorphisme. Et si de plus cet homomorphisme est bijectif, on dit qu'il s'agit d'un isomorphisme. Ok, donc c'est tout pour les rappels dans cette partie. Maintenant, nous avons d'autres rappels à faire concernant les vecteurs invariants et vecteurs changés en leur opposé par une application linéaire F. Ok, donc on aura besoin de cela dans les cours succédants. Ok, voici cette définition-là. Vecteur invariant. Un vecteur U est dit invariant par une application linéaire F si et seulement si f de U donne U. Ok? Donc si on a une application linéaire F et l'on remarque que tout vecteur U se transforme en U, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation. Le vecteur U, l'image de U donne U à nouveau, eh bien on dit que U est invariant par F. Ok? Maintenant, il y a vecteur transformé en son opposé. Ok? Un vecteur V est changé ou transformé en son opposé par une application linéaire F si et seulement si f de V donne moins V. Ok? Donc, lorsque f de U donne U, c'est vecteur invariant, mais lorsque f de U donne moins U ou bien f de V donne moins V, on dit c'est un vecteur changé en son opposé par F. Ok? Donc, ce sont toutes ces notes-là que je vous ai apportées pour la dispensation du cours d'aujourd'hui. Et bien maintenant, comme vous savez que c'est la règle en mathématiques, après toute note, après toute explication, il y a des applications. Et bien pour appliquer ces définitions-là ou ces notes-là, nous allons résoudre un exercice. Ok, donc je réclame d'ores et déjà vos attentions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est votre professeur Jimmy Deveil, enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Ok, voici l'exercice. L'espace vectoriel E étant rapporté à une base B égale à IJK. Ok, donc cette base, c'est la base canonique associée à l'espace vectoriel E. Et bien cela veut dire que l'espace vectoriel E a pour dimension 3. On désigne par F l'endomorphisme de E défini par F de E vers E. X, Y, Z tend vers X', Y', Z', où X' est égal à Y plus Z, Y' est égal à X plus Y plus Z, Z' est égal à X. Ok? X, Y, Z tend vers X', Y', Z',
x' est égal à y plus z, y' est égal à x plus y plus z, z' est égal à x. Maintenant, la première partie de l'exercice concerne la détermination du noyau cœur de f en donner une base. 2. Déterminer im de f en donner une base. Maintenant, la troisième partie, c'est montrer que cœur de f et im de f sont supplémentaires de E. Ok, donc nous allons sans perdre de temps passer à la résolution de cet exercice. Nous avons déjà appris comment déterminer le noyau d'une application linéaire. C'est prendre un vecteur U, ok, donc montrer qu'il existe au moins un vecteur U de E dont l'image par f donne le vecteur nul de f. Ok, donc puisqu'on connaît, donc on écrit quand même la définition. Maintenant, puisqu'on connaît déjà l'expression analytique de f, eh bien, pour trouver cœur de f, la règle est simple, c'est poser x', y', z' égale à 0. Maintenant, on trouve ce système. Donc, directement, on connaît x. On a x égale à 0. Donc, on remplace x par sa valeur dans les deux premières équations. D'où y plus z est égal à 0. Y plus z égale à 0 à nouveau. Ok, après avoir remplacé x par 0 dans cette partie. Et x égale à 0. Donc, vous voyez, on a deux équations identiques. Ok, dans les deux premières équations. Eh bien, cela veut dire, lorsque vous résolvez un système d'équations linéaires, lorsque vous trouvez au moins deux équations identiques, eh bien, cela veut dire que le système va admettre une infinité de solutions. Ok, donc, puisque nous avons appris déjà que dans le noyau d'une application linéaire, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ, qui est E, ok, maintenant, puisque c'est un sous-espace vectoriel de E, eh bien, normalement, nous pouvons dire que les deux équations identiques qui nous donnent une infinité de solutions, eh bien, va nous permettre de trouver la base, ok, et du sous-espace vectoriel que représente le noyau de f, ok. Le noyau de f, ok. Le noyau de f, c'est cœur de f. Eh bien, cœur de f est identifié de cette façon. C'est x égale à 0, y égale à moins z, avec x plus y. Y plus z égale à 0, on va avoir y égale à moins z, x égale à 0. Eh bien, avec ces deux informations-là, nous avons cœur de f. Eh bien, maintenant, si nous prenons un vecteur x, y, z de E, eh bien, dans cœur de f, eh bien, maintenant, ce vecteur-là va être traduit de cette façon. C'est x égale à 0 et y égale à moins z. Eh bien, alors, nous remplaçons x et y par leurs valeurs respectives dans le triplet. Eh bien, on a 0 pour x, moins z pour y, et bien ensuite z. Maintenant, nous pouvons remarquer, on a un seul vecteur avec la variable z. Je mets z en évidence. Donc, on a z facteur de 0, moins 1, 1. Eh bien, on peut remarquer que cœur de f, c'est bien une droite vectorielle parce que cœur de f est engendré par un seul vecteur. Ok, donc puisque cœur de f est un sous-espace vectoriel, ok, et engendré par un seul vecteur, eh bien c'est une droite vectorielle dont la base est 0, moins 1, 1. Ok, donc ça c'était pour la première partie. Et de même pour la deuxième partie, dans la deuxième partie, on demande de déterminer im de f en donner une base. Ok, et bien maintenant, pour déterminer im de f, ce que je fais, j'utilise l'expression analytique déjà connue. Ok. Maintenant, à l'aide de cette expression analytique, je tire x', y', z'. Ok. Donc, je trouve une relation entre x', y', et z', indépendamment de y, x et z. Ok. Donc, et bien maintenant, je multiplie la première équation par 1, la deuxième par moins 1 et la seconde par 1. Donc, je fais la somme. Ok, ça donne x' égale à y plus z. La deuxième, c'est moins y' égale à moins x, moins y, moins z. Et la troisième, z' égale à x. Maintenant, je fais la somme. C'est x' moins y'
plus Z' est égal à 0. Parce qu'en faisant la somme, on va avoir 0x, 0y, 0z, donc c'est 0. Donc, nous voyons que on a l'équation d'un plan vectoriel, puisqu'on est en dimension 3. Donc, et normalement, nous avons appris que l'image de l'application linéaire, c'est un sous-espace vectoriel de F. Et puisqu'il s'agit d'un endomorphisme, eh bien, F ici, c'est l'équivalent de E. OK? Puisqu'il s'agit d'un endomorphisme, eh bien, j'avais écrit vecteur nul de F suivant la théorie. Eh bien, ici, on peut préciser avec E égale F. OK? Puisqu'il s'agit d'un endomorphisme. Eh bien, puisqu'il s'agit d'un endomorphisme, eh bien, l'image de F, OK, doit être un sous-espace vectoriel de E également. Or, E a pour dimension 3, eh bien, on a l'équation d'un plan vectoriel en dimension 3. Eh bien, en dimension 3, lorsqu'on a un plan vectoriel, eh bien, la règle nous dit pour trouver la base, OK, donc, c'est bien simple, on prend moins B à 0, moins C0A, ça c'est l'une des formules qu'on pourrait appliquer. OK, donc, je prends moins B à 0. B ici, c'est moins 1, eh bien, moins B devient 1. OK, donc c'est pourquoi on met 1 pour abscisse ici. A, c'est 1, le coefficient de x', et ensuite 0. On a 1, 1, 0 pour le premier vecteur. Moins C, 0A. C, c'est 1, moins C devient moins 1, 0, et ensuite A. Donc, on a moins 1, 0, 1. OK, donc, en conclusion, IM de F est un plan vectoriel d'équation x' moins y' plus z' égale à 0, dont la base est 1, 1, 0, moins 1, 0, 1. OK, donc c'était tout pour la partie 2. OK, dans la partie 2, on a demandé de trouver IM de F en donner une base. OK, donc c'était tout pour la partie 2. Maintenant, pour la partie 3, après avoir trouvé ces deux sous-espaces vectoriels, OK, donc, après avoir trouvé ces deux sous-espaces vectoriels, on demande de montrer que ker de F et IM de F sont supplémentaires de E. Eh bien, donc ça, c'est un théorème. Nous avons appris que lorsqu'on est en dimension 3, lorsqu'on a un plan vectoriel et une droite vectorielle, et si la droite vectorielle n'est pas incluse dans le plan vectoriel, eh bien, on peut dire que la droite vectorielle et le plan vectoriel sont supplémentaires de cet espace vectoriel. Eh bien, c'est ce que nous allons faire à présent. Puisque U est une droite et ker de F est une droite vectorielle, IM de F est un plan vectoriel, eh bien, pour prouver que ker de F et IM de F sont supplémentaires, il faut prouver que ker de F n'est pas incluse dans IM de F. Eh bien, d'abord, nous commençons, donc nous allons faire la démonstration par l'absurde. OK, donc nous avons appris que si on suppose que ker de F est incluse dans IM de F, eh bien, nécessairement, on doit avoir U appartient à IM de F. Eh bien, supposons que U appartient à IM de F. Eh bien, cela veut dire que U appartient à IM de F, c'est dire que ker de F est incluse dans IM de F. OK, donc, supposons que U appartient à IM de F. Eh bien, U appartient à IM de F veut dire que le vecteur U va vérifier l'équation du plan vectoriel IM de F. Eh bien, je vais avoir x de U ici, moins y de U, plus z de U égale à 0. Or, on connaît x de U qui est 0, y de U c'est moins 1, on a moins 1, plus z de U qui est 1, plus 1 égale à 0. Donc, on fait la règle des signes, c'est 0 plus 1, ça donne 2. Donc, on a 2 égale à 0 dans la dernière ligne. C'est absurde parce qu'on ne pourrait avoir 2 égale à 0 parce que 2 est toujours différent de 0. C'est un nombre strictement positif. Un nombre strictement positif ne saurait être égal à 0. Et bien, par conséquent, c'est absurde. Et bien, on peut dire par conséquent que U n'appartient pas à F. Et puisque U, qui est la base, qui est une base de ker de F, eh bien, puisque U n'appartient pas à IM de F, eh bien, cela veut dire que ker de F n'est pas incluse dans IM de F. Et par conséquent, ker de F et IM de F sont supplémentaires de E.
Ok, donc c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. Ok, donc n'oubliez pas de vous y abonner. C'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.